And the whole thing is about one thing. The fact that there's something very strange about the Beatle Paul. The fact that the Beatle Paul may be dead. Des théories sur les Beatles, il y en a beaucoup. Qu'ils fassent partie de la franc-maçonnerie, qu'ils soient satanistes ou encore qu'ils fassent promotion de tueries de masse à travers leurs chansons, il y en a pour tous les goûts, vous n'avez qu'à choisir. Mais pourtant, si la théorie Paul is Dead est la plus populaire et celle qu'on retient tout particulièrement, c'est parce que selon moi, ces premières lignes se sont écrites parfaitement en parallèle de l'histoire du groupe. À un moment propice où le groupe, alors en pleine accalmie, tenait un silence plutôt improbable, pour l'époque encore inexpliqué. Durant l'été 66, les Beatles se produisaient une dernière fois en tournée aux États-Unis, avant de prendre la décision d'arrêter les concerts. Ils ne supportaient plus la folie qui les entourait, et ça devenait même dangereux pour eux. Ils ont été menacés de mort des suites des propos de Lennon sur Jésus. Et enfin, musicalement, ils arrivaient à un stade où les limites technologiques se faisaient ressentir. Beaucoup de leurs nouvelles chansons ne pouvaient pas être jouées en live. Les amplis n'étaient clairement pas adaptés pour jouer dans les stades, et vu qu'ils jouaient sans retour de son, faire abstraction des cris, c'était impossible. C'est pourquoi le 29 août à San Francisco, les Beatles saluent une dernière fois leur public. Et après ça, plus rien. Entre septembre 66 et février 67, les Beatles n'apparaîtront pas en public. Si aujourd'hui on sait ce à quoi ils étaient occupés, à l'époque les gens l'ignoraient. Étant habitués à un rythme effréné d'apparition et de production, les gens ne comprenaient pas un tel vide, aussi bien médiatique qu'artistique. C'est durant ces quelques mois de silence que les premières rumeurs sur la santé de Paul McCartney se sont fait entendre. Et rapidement les murmures ont rapporté de terribles nouvelles. Paul McCartney serait mort le 9 novembre des suites d'un accident de voiture. Il faut savoir que cette théorie, pour l'instant, elle ne repose sur rien, et à mon sens, elle est plutôt une réponse à la question « Où sont les Beatles ?» Ça aurait été donc assez logique que la rumeur se dissipe d'elle-même dès lors que le groupe publie ses deux nouveaux singles, Strawberry Fields Forever et Penny Lane, le 13 février 1967. Mais pour autant, les changements physiques des Beatles à partir de 67 sont pour certaines personnes la preuve que Paul McCartney est bien décédé, et même pire, qu'il a été remplacé. Alors, est-ce qu'il est devenu bleu, noir ou chauve du jour au lendemain ? Eh non, il a juste une moustache. C'est de cette manière que les défenseurs de la théorie expliquent ces 6 mois sans apparition et cette soudaine nouvelle apparence. Il a fallu trouver un remplaçant crédible qui incarnerait Paul pour la suite de leur carrière. Évidemment, on peut se poser une question légitime. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement dit la vérité ? Eh bien, selon eux, c'est le gouvernement anglais qui a imposé de cacher la disparition de McCartney pour éviter une vague de désespoir et de suicide chez les fans. La moustache est alors un moyen de modifier son apparence et de camoufler les signes du remplacement. Malgré ça, cette révélation elle est populaire que dans des milieux très niches des États-Unis et ne concerne absolument pas le commun des mortels. Mais ça n'a quand même pas empêché les proches du groupe et les secrétaires des maisons de disques de recevoir des appels pour confirmer la bonne santé de McCartney dès la fin de l'année 66. Le journal Beatles Book a de la même manière démenti dans un article du mois de février la rumeur comme quoi Paul McCartney serait mort. Preuve que malgré une absence totale de fondement, la théorie a quand même trouvé un moyen d'être partagée. Alors oui, elle est partagée, mais ça n'explique toujours pas sa popularité. Comment cette rumeur a pu-t-elle prendre autant d'ampleur ? Eh bien, coup de téléphone en octobre 69 s'apprête à répondre à toutes nos questions. Russ Gibb, un promoteur de concerts américain, en pleine émission de radio sur les ondes d'une radio locale dans le Michigan, va prendre un appel d'un auditeur qui affirme la disparition de McCartney. Et pour la première fois, une preuve qui s'appuie sur autre chose qu'une moustache va être apportée, puisqu'il demande à Russ Gibb de passer les premières mesures de Revolution 9 d'abord à l'endroit, puis ensuite à l'envers. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Revolution 9, c'est l'unique collage sonore expérimental très particulier que les Beatles ont produit sur l'album blanc. En soi, ce n'est même pas de la musique, et comprendre ce qu'on écoute à l'endroit est déjà une tâche en soi, alors se l'imaginer à l'envers, c'est encore autre chose. Pourtant, ce soir-là, Russ Gibb et les centaines d'auditeurs vont être unanimes. Ce qu'ils entendent est une révélation. Turn Me On Dead Man, répété en boucle par John Lennon, va être pour eux un indice suffisant. Le Dead Man est sans aucun doute associé à Paul. Dès lors, la chasse aux indices est ouverte, et dans la même soirée, une seconde personne va apporter un indice sonore, cette fois-ci beaucoup plus explicite. Dans les dernières secondes de la chanson Strawberry Fields Forever, on peut entendre John Lennon parler sans pour autant comprendre vraiment ce qu'il raconte, excepté ceci. En français, j'ai enterré Paul. Voilà comment ce que devait être une simple émission de radio a entraîné quelque chose de beaucoup plus important. Au-delà des deux indices sonores proposés, c'est la théorie en elle-même qui est sortie de la sphère des campus américains pour rejoindre une sphère beaucoup plus large. Ce soir-là, c'est des centaines voire des milliers d'auditeurs qui ont été mis dans la confidence,
et parmi eux, un certain Fred Labour. L'émission a lieu le 12 octobre et cela fait déjà une dizaine de jours qu'Abbey Road est sorti. Il avait initialement prévu d'en faire une critique, mais ce qu'il a entendu à la radio l'a convaincu d'en faire quelque chose de radicalement différent. Il décide d'écrire un article satirique reprenant les bases de la théorie, en y apportant énormément d'éléments personnels. L'article paraît 2 jours plus tard, le 14 octobre, et s'intitule sobrement « McCartney Dead, New Evidence Brought to Light », soit « McCartney est mort, des nouvelles preuves mises en lumière ». Parmi ces nouvelles preuves, son analyse de la pochette d'Abbey Road est l'une des plus marquantes. Celle-ci symboliserait un cortège funèbre. À sa tête, John Lennon, tout en blanc, serait la figure du prêtre. Ringo Starr, venant après lui en noir, serait endeuillé. George Harrison, clôturant le cortège, portant du jean, représenterait le fossoyeur. Enfin, McCartney, le seul fermant les yeux et pieds nus, marchant contre-pied comme pour symboliser le décalage entre les morts et les vivants. De plus, tenant sa cigarette de la main droite, il n'a fallu qu'un instant pour comprendre que cette personne était un imposteur. Parce que tout le monde sait que le vrai est gaucher. Au-delà des Beatles, d'autres indices sont visibles, notamment sur la plaque d'immatriculation. LMW28 if signifierait Living McCartney will be 28 if. En français, McCartney vivant aurait 28 ans si. La voiture noire serait le corbillard prêt à emmener le corps de McCartney. À l'arrière de la pochette, si le S des Beatles est fissuré, c'est pour indiquer une rupture, comme pour dire qu'ils ne sont plus tout à fait ensemble. Dès sa parution, cet article, qui est pourtant satirique, va être propulsé comme figure de proue par les défenseurs de cette théorie. L'article va être republié dans 12 journaux différents, ce qui va confirmer une ultime fois la diffusion de cette théorie à travers tous les États-Unis. À partir de ce moment-là, c'est une frénésie qui va débuter. Les radios et les journaux en parlent et chacun se met à chercher son petit indice dans les chansons et sur les pochettes. Une vague d'achat se fait sentir chez les disquaires puisqu'écouter un vinyle à l'envers, si c'est pas fait correctement, il y a de grandes chances pour que ça abîme le disque. Néanmoins, tout ça, c'est pas fait en vain, puisque si on est prêt à chercher des indices dans les moindres détails, on finit forcément par en trouver. Entre 1967 et 1969, les Beatles produisent 4 albums et quelques compilations. Chacun d'entre eux dévoile quelques secrets si tant est qu'on regarde au bon endroit et qu'on écoute ce qu'il faut entendre. Le 9 décembre 66, seulement un mois après la supposée disparition de McCartney, paraît une compilation, comme pour faire oublier l'étrange silence du groupe. Collection of Beatles Oldies n'est musicalement pas intéressante, car son contenu est simplement d'anciennes chansons du groupe. Mais si on regarde sa pochette, on y voit une voiture foncer droit dans la tête du Beatles dessiné. Ironique clin d'œil à McCartney, qui serait mort d'un accident de voiture. Sgt. Pepper est le premier album que les Beatles auraient fait sans Paul McCartney, et il est évidemment le plus intéressant pour nous, puisque ses chansons et sa pochette regorgent d'indices. D'abord, à l'arrière, McCartney est l'intrus, car il est le seul de dos. Au-delà de ça, George Harrison semble communiquer avec nous en pointant du doigt une phrase de la chanson She's Leaving Home. Wednesday morning at 5 o'clock, when the day begins, semble nous indiquer l'heure et le jour de l'accident. Et quand on regarde, le 9 novembre 1966 était effectivement un mercredi. Dans la chanson A Day in the Life qui clôture l'album, le premier couplet fait lui aussi étrangement référence à un accident de voiture. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the light had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Si on retourne la pochette et qu'on examine la photo, on remarque que Paul McCartney est le seul à se tenir de face. Les autres sont légèrement tournés vers lui. De là à dire que la foule autour d'eux, l'abondance de fleurs et la posture de McCartney seraient un enterrement mis en scène, il n'y a qu'un pas. En plus de ça, on remarque une main au-dessus de sa tête, symbole de la mort dans certaines cultures. Au-delà de ça, les fleurs qui ressemblent à une basse, l'instrument de McCartney, ressemblent aussi bizarrement à un message. Paul ? Discrètement posés sur un tabouret, 2 clins d'œil à l'accident de voiture sont aussi dissimulés parmi la masse de décor. Un gant de chauffeur et une petite voiture, tous deux ensanglantés. Enfin, la grosse caisse au centre de la photo serait l'élément révélateur de la disparition. Vous ne me croyez pas ? Et pourtant, si on place un miroir au centre de celui-ci, un message se dévoile. En novembre, le 9, il meurt. Enfin, pour terminer avec Sgt. Pepper, je vous invite à ouvrir la pochette et à lire le badge que porte Paul McCartney. OPD, Officially Pronounced Dead. De cette manière, Sgt. Pepper nous a dévoilé tous ses secrets, mais ça serait sous-estimer les détectives de croire que leurs arguments s'arrêtent ici. L'album et le film Magical Mystery Tour sonnent le retour des messages sonores inversés. La chanson de George Harrison Blue Jay Way, qui à l'endroit est suffisamment déjà étonnante, l'est encore plus en inversant certains passages. Au-delà de ça, dans les photos du livret, il y a des mains partout au-dessus du pauvre McCartney. Sur cette photo, Paul est encore une fois déchaussé, le seul à l'être se tenant pourtant à côté d'elle. Le noir est la couleur de la mort, mais quelle serait la signification d'une rose noire ? D'autant plus quand Paul est le seul à emporter dans ce passage du film, là où les autres en ont des rouges. La photo de la pochette nous apprend moins de choses, mais place tout de même McCartney dans un costume de morse noir dans une position de crucifixion, entouré par les 3 autres, habillés en blanc.
Comment on sait que c'est lui ? C'est simple. C'est John Lennon lui-même qui dit dans la chanson Glass Onion sur l'album blanc. A noter d'ailleurs que dans l'imaginaire collectif, un mort symbolise un imposteur. Paul serait donc un imposteur ? Par chance, le poster qui accompagne l'album blanc nous offre la seule et unique photo connue de William Campbell, l'homme qui a remplacé McCartney. Pour terminer sur une note un peu plus morbide, écoutons les dernières secondes de la chanson I'm So Tired. Cette longue liste, pourtant non exhaustive, constitue le gros de la théorie. Et tous ces éléments subitement mis en lumière à partir du 12 octobre entraînent une escalade dans les médias. Je le disais, l'article de Labour est repris dans les journaux, mais ça va au-delà. Chaque radio a des correspondants de presse dans les universités qui sont au centre des recherches et alimentent quotidiennement la théorie à base d'émissions spéciales et d'interviews de pseudo-spécialistes. Si bien que l'affaire va traverser les frontières nationales. La chaîne de radio new-yorkaise WABC, diffusant dans 34 États et à l'international, consacre une émission d'1 heure à cette affaire. Bien conscient du problème, le service presse des Beatles et d'Apple Corps, qui reçoivent des appels à ce sujet depuis 2 ans maintenant, multiplient les communiqués pour essayer de démentir l'affaire. Malheureusement, tout ça en vain. Les Beatles eux-mêmes, interrogés indépendamment les uns des autres, répondent de la même manière, totalement désabusés face à la question, ne sachant plus comment prouver que Paul McCartney était bien vivant. Le 26 octobre, Paul McCartney accorde alors une interview à la BBC qui est retransmise aux États-Unis dans le seul but de se faire entendre et d'apaiser un peu la folie. Dommage pour lui, ça ne fonctionne pas vraiment, à tel point qu'une équipe de CBS s'est rendue dans la ferme privée de McCartney pour y investiguer, évidemment sans autorisation. Ils y ont capturé des images de Paul travaillant dans sa ferme, à son insu. Son apparence inhabituellement négligée a malgré lui donné du grain à moudre aux théoriciens. Puisque l'audace et l'impunité sont visiblement des traits de caractère communs à tous les journalistes, ça ne vous étonnera donc pas d'apprendre que début novembre, une nouvelle équipe de journalistes, cette fois du magazine Life, se sont rendus à la ferme de Paul McCartney dans le seul but de les filmer, et évidemment sans autorisation. McCartney, furieux, les aurait aspergés d'eau et aurait essayé d'attraper le photographe pour le frapper. Malheureusement pour lui, se sachant filmé, il a été obligé d'accepter une interview en échange des pellicules controversées. Le 7 novembre paraît alors le numéro spécial de l'interview du couple McCartney. Dans celle-ci, il dit « La rumeur a peut-être commencé parce que je n'ai pas beaucoup parlé à la presse ces derniers temps. J'en ai fait assez pour toute une vie. Je n'ai plus rien à dire ces jours-ci. Je suis heureux d'être avec ma famille et je travaillerai quand je travaillerai. J'ai été branché pendant 10 ans et je n'ai jamais décroché. Maintenant, je décroche dès que je peux. Je préférais être un peu moins célèbre ces jours-ci. » À partir du 7 novembre, la rumeur a peu à peu disparu des médias jusqu'à devenir une anecdote amusante quelques mois plus tard. Même si les années suivantes, certaines personnes ont continué d'apporter et de contribuer à la théorie, notamment via les chansons des albums solo. La théorie est devenue une source d'études pour les sociologues, de par son aspect singulier, étant globalement le premier cas aussi important de théorie du complot lié à un artiste. En d'autres termes, le contenu de la théorie intéresse moins que son avènement. Pourquoi donc une partie de la société américaine s'est mise à croire que Paul McCartney était mort en 66 ? Alors évidemment, je suis pas sociologue de formation, donc j'ai peut-être mal compris certaines de mes lectures, mais je vais quand même essayer d'apporter quelques raisons potentielles. Dans les années 60, l'Amérique et plus globalement les États-Unis sont proies à une paranoïa de masse. La théorie, en tant qu'événement, est alors à replacer dans le contexte socio-culturel des États-Unis. En 1961, le président Kennedy est assassiné en pleine guerre froide. Quelques années plus tard, c'est le tour de son frère Robert et de Martin Luther King en 68. 3 assassinats qui ont alimenté énormément de théories du complot. Au-delà de ça, la sphère politique est largement instable et le pays traverse un climat social tendu. De par la guerre froide, les luttes antiségrégationnistes et les assassinats des dirigeants politiques entraînent alors une méfiance globale. Ainsi, les US, dès 1961, sont devenus fertiles aux théories conspirationnistes. Paul McCartney n'en est pas la cause, mais la conséquence. Ce qui pourrait être une explication de pourquoi la théorie a bien plus pris aux États-Unis que dans le reste du monde ou en Angleterre. Mais les sociologues ne limitent pas leur analyse à l'aspect sociétal des États-Unis. La théorie Paul is Dead serait aussi une réponse à la professionnalisation de la critique musicale rock de plus en plus importante à partir de la sortie de Sgt Pepper en 67. Puisqu'en plaçant la critique rock comme figure légitime de jugement des valeurs esthétiques, créatives et d'originalité, on exclurait consciemment ou non la majeure partie de la communauté rock, qu'ils soient artistes ou fans. En opposition à ça, l'entièreté de la théorie a été écrite par des fans, en collaboration ou non, dans un souci de revendication d'autonomie du culturel. En d'autres termes, la théorie Paul is Dead est un moyen pour les fans d'exister indépendamment des chercheurs, des médias et des critiques. Enfin, que serait une analyse sociologique sans une petite dose de lutte des classes ? Depuis leur début, les Beatles sont associés aux classes populaires.
La musique rock qu'ils produisent est largement influencée par leurs idoles américaines, elles aussi issues des milieux ouvriers et populaires. Le public américain y accorde beaucoup d'importance, mais s'est senti trahi dès 1965, à partir du moment où le groupe a délaissé un petit peu le rock traditionnel au profit d'une approche musicale beaucoup plus expérimentale et musicalement complexe. Les Beatles deviennent plus que des musiciens populaires, ils deviennent des artistes. Arrêter les tournées pour se consacrer pleinement à leur musique a donné le sentiment aux fans d'être dépossédés des Beatles. La théorie sur la mort de Paul McCartney pourrait être une réaction face à ce décalage de classe sociale. Bon, je crois qu'on a fini. Malgré toutes les hypothèses sociologiques pour essayer de comprendre cette théorie, son importance peut aussi s'expliquer de par la masse d'arguments allant dans son sens. Elle a beau être bancale, il y a une quantité impressionnante d'informations à prendre en compte. Et ça a beau être amusant, ça n'en est pas moins une théorie du complot, qui se construisent toutes de la même manière. Une théorie du complot va imposer son postulat et réunir tous les arguments allant dans son sens sans faire attention à tout le reste. Or, on sait très bien que le meilleur moyen de valider une théorie, c'est de chercher à la contrer. Dans notre cas, c'est évident que la totalité des arguments relève au mieux de coïncidence, au pire d'invention, selon les propres aveux de Fred Labour. Les messages cachés dans les chansons à l'envers sont dus à la pareidolie auditive. Le cerveau entend ce qu'il lit. Il y a de très probables chances que si vous n'aviez pas lu I Buried Paul, vous auriez entendu quelque chose de radicalement différent. Puisque Lennon dit d'ailleurs précisément « cranberry sauce ». La théorie fait une fixette sur les mains au-dessus de McCartney. Mais jusqu'à preuve du contraire, dans aucune culture au monde, une main au-dessus d'une tête est un symbole de mort. C'est de la pure invention. Je ne prendrai pas non plus l'analyse des pochettes comme argent comptant, puisque de nombreuses photos potentielles ressortent des sessions. Ils ont juste choisi celle qui leur plaisait le plus. Le sigle OPD, qui était censé dire Officially Pronounced Dead, n'est absolument pas vrai, puisqu'en fait il y avait écrit OPP pour la police provinciale de l'Ontario. Utiliser la chanson Glass Onion comme un argument, c'est assez bizarre, puisqu'on sait très bien que John l'a écrite pour se moquer des gens qui passent leur temps à essayer de trouver des indices et des messages secrets dans les chansons. La plaque d'immatriculation sur Abbey Road se trompe même d'âge, puisque Paul McCartney il avait 27 ans à l'époque d'Abbey Road et pas du tout 28 ans. Enfin bref, tout ça pour dire que si on veut, en fait, on peut démonter chaque argument de cette théorie en ayant simplement un minimum d'esprit critique. On se doute bien que la période n'a pas dû être agréable pour McCartney, mais quelques années plus tard, il s'en amusait et en a même fait référence dans son album Paul is Live de 1993, traversant une nouvelle fois Abbey Road, accompagné par Martha sa chienne, et ayant même pris soin de changer la plaque d'immatriculation en 51 is, son âge à la sortie de l'album. Enfin, si vous avez toujours des doutes, la plus grande preuve que Paul McCartney est encore parmi nous, c'est parce que je l'ai vu en décembre. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai conscience que c'est un sujet qui a été déjà fait plein de fois sur YouTube, mais bon, je pense que c'est quand même quelque chose à faire quand on essaye de parler des Beatles sur internet. En attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et faire un tour sur la chaîne, peut-être qu'il y a certaines vidéos que vous avez loupées. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.